On s'est tous déjà posé la question. Comment une personne qu'on connaît, quelqu'un de calme, peut soudainement devenir agressive dans une manifestation? Ou comment des gens, tout à fait rationnels, peuvent se mettre à suivre aveuglément un leader? Eh bien aujourd'hui, on va plonger au cœur de ces mécanismes, dans ce qu'on appelle la psychologie des foules. C'est un voyage assez fascinant, vous allez voir, au plus profond de notre psyché collective. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce possible que des personnes, prises une par une, sensées et réfléchies, puissent, une fois réunies, se laisser emporter par des émotions brutes et parfois même par des actions complètement irréfléchies? C'est ce mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Alors, pour comprendre ça, il faut remonter un peu dans le temps. On va faire un saut à la fin du 19e siècle pour rencontrer le pionnier de ce domaine, Gustave Le Bon. C'est l'un de tout premiers à avoir vraiment décortiqué cette transformation spectaculaire qui s'opère quand on passe de l'individu à la masse. Et là, attention, c'est le point clé de sa pensée. Pour Le Bon, une foule, ce n'est pas juste une simple addition de personnes. Pas du tout. C'est carrément la naissance d'une nouvelle entité. Il parle d'une âme collective, un être nouveau, qui pense, qui ressent et qui agit d'une manière complètement différente des individus qui la composent. Cette citation, elle résume tout. En gros, le fait d'être noyé dans la masse nous donne un sentiment d'anonymat et de puissance. Et ça fait sauter toutes les barrières. Les instincts qu'on garde bien sagement sous contrôle dans notre vie de tous les jours, eh bien, là, ils se lâchent. C'est un peu comme si notre conscience morale, le petit gendarme qu'on a dans la tête, décidait de partir en vacances. Ok, alors à quoi elle ressemble concrètement, cette fameuse âme des foules? Quelles sont ses caractéristiques? Accrochez-vous, c'est assez surprenant. Et ça, c'est une idée assez dingue mais fondamentale chez Le Bon. La foule ne carbure pas à la logique ou à la vérité. Non, elle, ce qu'elle veut, ce sont des illusions, des images fortes, des mythes, des histoires simples qui vont dans le sens de ses désirs, même si ce n'est pas la réalité. Alors, si on devait dresser son portrait robot, ça donnerait quoi? Eh bien, la foule est impulsive. Elle peut changer d'humeur en un clin d'œil. Elle est super crédule, au point de gober n'importe quoi, comme une marionnette. Ses émotions sont toujours extrêmes, tout en noir ou tout en blanc, de la haine la plus féroce à l'héroïsme le plus total. Et surtout, elle est incapable de raisonnement complexe. Elle est intolérante, elle rejette toute idée qui la contredit. C'est une force brute, purement émotionnelle. Et cette suggestibilité, elle peut aller très très loin. Tellement loin en fait que Le Bon parle de cas d'hallucination collective, c'est-à-dire des moments où un groupe entier est absolument persuadé d'avoir vu ou entendu quelque chose qui en réalité n'a jamais existé. Tenez, cette anecdote historique illustre ça à la perfection. Imaginez la scène. Tout l'équipage attendait, espérait retrouver l'autre navire. Et sous l'effet de cette suggestion collective, de ce désir partagé, leur cerveau a littéralement projeté une image sur de simples branches. Officiers, matelots, tout le monde a vu la même chose, un radeau de naufragés. C'est un exemple frappant du pouvoir de l'esprit de foule. Bon, une foule aussi impulsive, aussi malléable, elle ne va nulle part toute seule. Il lui faut une direction, un chef d'orchestre. Et c'est là qu'entre en scène une figure absolument centrale pour Le Bon, le meneur. C'est lui qui va capter, cristalliser et diriger l'énergie de la foule. Et comment il fait, le meneur? Le Bon nous décrit une mécanique quasi infaillible en 3 temps. D'abord, l'affirmation, des phrases courtes, simples, martelées, sans aucune preuve. Ensuite, la répétition. Il répète, répète et répète encore la même affirmation jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans les esprits comme une vérité absolue. Et enfin, la contagion. L'idée et l'émotion qui l'accompagnent se propagent alors dans la foule comme une traînée de poudre, de personne en personne. C'est une idée qui peut paraître un peu dérangeante, mais elle est essentielle. Pour Le Bon, la foule n'aspire pas vraiment à la liberté ou à la réflexion. Au fond, ce qu'elle cherche, c'est une autorité. Elle a une sorte de soif de soumission, un besoin instinctif d'un maître qui va la guider et, quelque part, la soulager du poids de devoir penser par elle-même. Forcément, quand il a lu ça, un certain Sigmund Freud a été complètement fasciné. Mais ça ne lui suffisait pas. Pour lui, parler de suggestion ou d'hypnose, comme le faisait Le Bon, c'était décrire le phénomène, mais pas l'expliquer. Il a voulu aller voir plus loin, trouver le mécanisme psychologique profond qui se cachait derrière tout ça. Le Bon nous parle donc d'une sorte d'hypnose collective. Freud, lui, arrive et dit « Non, non, c'est plus profond. Ce n'est pas de l'hypnose, c'est une histoire de liens affectifs. » Pour lui, tout repose sur des attachements émotionnels extrêmement puissants qui se tissent entre les membres de la foule et leur meneur. Alors, pour piger le raisonnement de Freud, il faut comprendre un concept clé, l'idéal du moi.
Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est notre juge intérieur. C'est cette petite voix qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. C'est le modèle qu'on cherche à atteindre, nourri par nos parents, nos valeurs, nos ambitions. C'est notre boussole morale personnelle. Et ce schéma, qui peut paraître un peu complexe, illustre parfaitement la grande idée de Freud. Regardez bien. Chaque individu met de côté son propre idéal du moi, sa boussole interne personnelle, pour le remplacer par une seule et même chose, ou plutôt une seule et même personne, le meneur. Le chef devient l'idéal commun de tout le monde. Et la conséquence de ça, elle est énorme. Puisqu'ils partagent tous le même idéal, le même modèle, c'est-à-dire le meneur, les individus se sentent tout à coup pareils les uns aux autres. Ils s'identifient entre eux. Pour Freud, ce n'est pas l'amitié qui lie les gens dans une foule. C'est leur amour ou leur admiration partagée pour le chef. C'est ce lien vertical qui crée tous les liens horizontaux. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais ça date d'il y a plus de 100 ans. Est-ce que ces théories sont encore pertinentes aujourd'hui? Eh bien, la réponse est un grand oui. Ces mécanismes psychologiques semblent complètement intemporels. Et ils sont peut-être même démultipliés par nos technologies modernes. Du coup, la vraie question à se poser, c'est aujourd'hui, dans notre monde ultra connecté, où est-ce qu'on la voit, cette fameuse âme des foules, où est-ce qu'on l'observe à l'œuvre? Eh bien, les exemples sont partout autour de nous si on y réfléchit bien. Pensez au lynchage sur les réseaux sociaux, où l'anonymat décuple l'agressivité. Pensez aux tendances virales qui se propagent par pure contagion émotionnelle, sans qu'on sache trop pourquoi. Aux rassemblements politiques où l'admiration pour un leader soude des milliers de personnes, ou même aux bulles financières, où une croyance collective peut faire fi de toute rationalité. Les principes de Le Bon et Freud résonnent encore très fort. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Quand on fait partie d'un groupe, qu'il soit physique ou en ligne, qui est réellement aux commandes? Est-ce notre propre volonté? Est-ce cette fameuse âme collective de la foule? Ou est-ce la figure charismatique du meneur? La réponse est sans doute beaucoup plus complexe et nuancée qu'on ne voudrait croire.